Avant de commencer cet épisode, je fais une petite parenthèse pour te rappeler que si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi, tu trouveras tous les renseignements sur mon site stenhypnose.fr. STEINHYPNOSE.fr. Mes spécialités sont la gestion du stress et des émotions, l'accompagnement du deuil et l'accompagnement des artistes, en particulier des musiciens. Je te laisse avec le sujet d'aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin de l'épisode car mon invité et moi te donnerons des renseignements concrets qui te seront sûrement utiles. Aujourd'hui, nous parlons santé physique et mentale des musiciens et musiciennes avec Xavier Malamassi. Xavier est kinésithérapeute, spécialiste des musiciens. Il est chanteur, bassiste et auteur du roman Bleu Chimère. Xavier travaille notamment avec l'Opéra de Lyon. Il a construit sa formation Musician Care à destination des kinés qui souhaitent se perfectionner dans les gestes des musiciens. Tu peux le suivre sur sa chaîne YouTube Rocking Care où il partage des anecdotes utiles sur les rockers célèbres et leurs gestuels et techniques. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois, tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour Xavier. Salut Valérie, merci de me recevoir. Écoute, c'est un grand plaisir. Je me réjouis de cet échange. J'ai plein de questions. J'espère que je vais pas être trop curieuse. Après, je sais que tu es très bavard aussi, donc on va voir où ça nous mène. Ouais, c'est clair. Eh bien, écoute, pour commencer, est-ce que tu serais OK de nous parler de toi, c'est-à-dire te présenter en quelques mots, et puis, si tu le souhaites, nous parler un petit peu de ton parcours? Avec plaisir, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Xavier Malamassi. J'habite dans une petite bourgade à côté de Lyon, à 3/4 d'heure de Lyon, qui s'appelle Ambérieu-en-Bugey, que tu dois bien connaître. Et je suis aujourd'hui kinésithérapeute auprès des musiciens, mais on va en parler un petit peu plus en longueur, j'imagine. À côté de ça, je suis aussi avide de découvrir plein de choses. Donc, je fais pas mal de musique de mon côté. Je suis bassiste et chanteur dans des groupes plutôt axés rock. Et puis, j'ai aussi d'autres activités comme l'écriture, on en parlera un petit peu aussi certainement, et le sport. Bref, j'aime bien toucher à tout. Et aujourd'hui, je crois avoir trouvé mon équilibre dans mon activité de kiné et la musique que j'ai mêlée ensemble. Heu, on peut me retrouver assez facilement sur les réseaux au travers de noms, de 2 identités, Musician Care et Rocking Care, au travers desquels je propose des vidéos et des petits conseils concernant des problèmes physiques liés notamment à l'instrument. Bah, écoute, voilà une présentation, déjà très complète. On va rebondir un petit peu sur, chacun des aspects de cette présentation. Bah, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer, bon, je pense qu'on se fait déjà une idée, mais pourquoi tu as choisi cette spécialisation particulière? En fait, j'aime à dire que je ne l'ai pas choisie, c'est elle qui m'a choisi. Ça s'est un peu imposé à moi, on va dire, parce que, je me suis mis à la musique assez tard finalement. Moi, j'ai commencé, mon instrument à 17 ans, 18 ans. J'avais fait un petit peu de piano, clavier, petit, mais ça m'avait pas branché du tout, et finalement, j'ai repris vraiment la musique au moment où j'étais en première année de médecine pour, bah, essayer de me défouler un peu dans ce contexte hyper stressant qu'est la première année de médecine. C'est intéressant. Et finalement, ben, ça a bien marché des 2 côtés, et c'est voilà, j'en suis ravi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais je me suis vite rendu compte par ma pratique personnelle et au fur et à mesure que j'avais de plus en plus d'échéances exigeantes au niveau instrumental, bah, que je me faisais vite mal, en fait, avec mon instrument, et surtout que je ne trouvais personne pour m'aider à ce niveau-là. Même étant étudiant en kiné, avec tout le réseau, avec tous les renseignements, toutes les infos qu'on peut avoir à la fac, je ne trouvais personne, en tout cas sur Lyon à l'époque où j'étais, pour m'aider et me permettre de comprendre certains impératifs physiques du travail instrumental. Les seules personnes que j'ai trouvées,
C'est des personnes qui ont été vraiment fondatrices pour moi dans mon parcours, qui sont Marie-Christine Mathieu, qui est une grenobloise qui a écrit un super bouquin là-dessus, qui s'appelle Geste et posture du musicien, et une certaine Coralie Cousin, qui n'est parisienne, qui était aussi là-dedans. Néanmoins, même au travers des témoignages hyper précieux de ces deux personnes, ben, finalement, j'avais pas toutes les réponses parce que ces deux personnes ne travaillaient que dans le classique. Et moi, ma culture, c'est vraiment la culture rock et métal. Et dans ce milieu-là, il y avait vraiment zéro info, si ce n'est quelques petites infos, mais de l'autre côté de l'Atlantique, Canada, États-Unis, donc il y avait tout à faire en France. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça et m'a jamais lâché. Et aujourd'hui, ben, je suis vraiment hyper heureux parce que ben, c'est mon travail à plein temps. Je fais quasiment plus de kiné traditionnel. Je m'occupe que des musiciens et je continue en parallèle à jouer et à travailler dans la musique aussi. Eh bien, écoute, ça m'amène à 2 autres questions. La première, c'est est-ce que ça veut dire que du coup, tu as fait un travail scientifique de recherche, vraiment enfin, tu vois, je m'intéresse à ton processus, vraiment, scientifique, intellectuel, t j'imagine tu as compulsé des documents, mais tu as peut-être aussi testé sur le terrain. Comment tu as construit tout ça? Ça a été très compliqué au début parce que toutes les observations de ces deux personnes qui m'ont formé, qui m'ont aidé, étaient très très empiriques, très cliniques. Et finalement, c'était pas un hasard, c'est simplement parce qu'il y avait encore très, très peu de recherches sur ces sujets très spécifiques vis-à-vis des musiciens, il y a quelques années de ça. C'est en train de décoller tout doucement depuis un petit peu moins de 10 ans maintenant, mais on en est vraiment aux prémices. Et j'ai envie de dire, au début, je me suis pas trop posé ces questions-là parce que d'un point de vue clinique, j'avais des résultats hyper intéressants en consulte avec Mmh. les musiciens très rapidement. Donc on part très vite du principe dans ces moments-là qu'on est sur une piste intéressante. Là où j'ai commencé à me poser cette question, c'est quand j'ai commencé à souhaiter à former mes confrères kinés, qui eux, OK. par Toi, tu avais contre, besoin de plus de techniques, de mots techniques et cetera, bah, au-delà d'avoir besoin de mots techniques, j'avais surtout besoin d'appuyer mes des théories. affirmations de Ouais. formateur sur une base scientifique solide, d'autant plus que depuis quelques années, il y a vraiment une démarche qu'on appelle la démarche EBP dans le milieu scientifique, qui n'existait pas à l'époque où je suis sorti de l'école. EBP, ça veut dire Evidence-Based Practice, c'est-à-dire la pratique clinique basée sur des preuves scientifiques. Et donc, bah, à ce moment-là, il a fallu chercher des preuves à ces affirmations cliniques et empiriques qu'on s'était données. Et donc ça, c'est une démarche que je ne fais que depuis 4-5 ans et vraiment pas tout seul, parce que moi, j'ai pas été formé à ces choses-là dans mon parcours initial. Donc on travaille à 3 sur ces questions-là. Et aujourd'hui, ça reste difficile de prouver tout ce qu'on affirme dans les formations parce qu'il n'y a pas assez de recherche dans la musique. Et donc on fait un choix assumé et explicite avec nos stagiaires, c'est de prendre des recherches plutôt basées sur les sportifs, parce que là, pour le coup, il y en a Ah beaucoup, oui, il y a plus de ouais. et de Ouais. partir de l'hypothèse que ce qui marche chez le sportif sur tel geste peut être applicable, avec toute proportion gardée, au travail du musicien à l'instrument. Voilà notre position d'aujourd'hui. Eh ben, je suis très contente de t'avoir posé la question parce que, j'ai appris quelque chose. Pour moi, on était encore sur des formations en médecine qui étaient, beaucoup basées sur la documentation et finalement, les médecins, le reproche qu'on peut leur faire, c'est d'être plus des apprenants que des chercheurs et d'après ce que tu me dis, ben, on est actuellement dans une démarche où on va plutôt inciter à la recherche et à la vérification scientifique donc je trouve ça plutôt intéressant et rassurant. Ben oui, en fait, ça a commencé à se transformer avec la volonté de caler les études françaises en santé sur le système européen et sur le système licence, master, doctorat. Moi, quand je suis sorti de kiné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais très concrètement, moi, j'avais un espèce de bac+2 un peu bizarre qui rentrait dans aucune case. J'avais pas niveau BTS, mais j'avais pas niveau licence non plus. Et du coup, ben, ça correspondait à rien. Aujourd'hui, les kinés qui sortent ont un niveau master parce qu'ils font les études en plus longtemps que moi et ils ont, par ce biais du master, tout un processus d'études basé sur la recherche aussi, ce que moi j'ai pas eu à l'époque. Donc c'est très nouveau, mais ça ne fera que consolider en fait les compétences de nos métiers. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ben, pour revenir un petit peu plus sur notre sujet, la deuxième partie de ma question, en fait, qui est bien restée dans un coin de ma tête, c'est: «Pourquoi la basse?» Alors pourquoi la basse? Eh ben, c'est aussi assumé, mais tout simplement parce que je suis assez opportuniste et feignant comme garçon et je l'assume, tu vois? La basse,
Pourquoi? Parce que je cherchais à l'époque un instrument qui me permettrait de me faire plaisir rapidement, pouvoir jouer facilement des morceaux sans avoir, trop de barrières techniques parce que j'étais en première année de médecine et que j'avais autre chose à faire clairement et j'aime bien ce côté vibratoire de cet instrument, tu vois, dans les fréquences basses. Ce qui m'a aussi décidé à le faire, c'est que c'était un instrument, que j'estimais un petit peu en arrière-scène, tu vois? Un peu plus discret sur scène et j'étais un peu dans ce tempérament-là. Bon, depuis, je me suis planté complet parce que, bah, Oui, ça fait 10 ans j'imagine. que je chante et que j'ai des chants lead dans les 2 groupes que que j'ai aujourd'hui. Mais ça m'a permis d'appréhender progressivement la scène et bah, soyons clairs, dans le monde du métal et du rock, tu as quand même des bassistes vraiment, hem hyper, avec des images hyper fortes et ça m'a Tout à beaucoup fait. touché. Moi, je suis un gros fan de Rob Trujillo de Metallica, je suis un gros fan de Flea, des Red Hot Chili Peppers. J'en ai quelques-uns comme ça, qui m'ont donné envie de jouer de cet instrument. Ouais, tu as cité vraiment, des personnages emblématiques, de la Ouais. basse, ouais, en effet. Bon, c'était une petite digression, mais qui m'intéressait. Alors, je vais te poser une question, pour les personnes qui nous écoutent. En quoi c'est important pour un musicien ou une musicienne d'avoir les bons gestes et les bonnes postures? C'est important, au travers de 2 égards. Le 1er, c'est, contrairement à ce qu'on imagine, pas du tout une notion de prévention des troubles physiques parce que c'est pas hyper sexy, en fait, comme approche pour un musicien qui a pas de soucis. De faire une démarche, de se dire: «Je vais, consulter, je vais prendre des heures pour, au cas où, prévenir des troubles physiques». Pas une démarche qu'on a beaucoup parce que, ben, voilà, on est aussi dans la recherche de priorités. La première idée à bien garder en tête, c'est que si tu joues beaucoup plus en respect de ton corps et dans une posture beaucoup plus physiologique, bah, au niveau du son et au niveau de l'aisance technique, ça va beaucoup t'aider. C'est le premier argument à garder en tête. C'est que c'est pas juste de la prévention, c'est en fait, j'ai pas trouvé mieux comme terme, même si ça me plaît pas aujourd'hui, c'est de l'optimisation de Ouais, performance. c'est le mot qui me Voilà. venait, ouais. Et oui, même si j'aime pas trop ça parce que on n'est pas que dans de la notion de performance. À l'instrument, il y a toute, la tranche artistique, d'interprétation qui n'a rien à voir avec de la performance. Mais le fait est que, clairement, hein, si tu apprends à bien comprendre comment marche une pince, par exemple, pour une main et que tu l'appliques à une guitare, à un violon, bah, tu vas avancer beaucoup plus vite, en fait. Donc ça, c'est le premier axe et puis évidemment, le 2e axe, c'est soit la prévention, soit le soin des troubles physiques type tendinopathie, type, surmenage musculaire chez le musicien qui est très répandu. Bref, là, on est plutôt sur, du clinique, mais qui est aussi hyper intéressant et hyper enrichissant pour les pédagogues. D'accord. OK, c'est intéressant cette question de l'optimisation parce que comme tu dis, c'est pas que la technique, jouer, être hyper, technique pour être technique, mais tu as aussi le fait d'avoir plus d'aisance, ce qui donne plus de liberté créative, d'improvisation et cetera. Donc c'est aussi, là pour le coup, c'est sexy. Bah oui et c'est sexy sans être, fallacieux, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des choses qui fonctionnent Mmh. et qui vont mettre en lien, le cerveau et ce que tu veux faire comme geste, comprendre comment ça marche cette connexion et arriver à un résultat, le plus proche de ce que tu voulais faire finalement. Ouais, c'est très intéressant. Alors, j'ai une question difficile. Selon toi, quels sont les instrumentistes, quels sont les musiciens qui ont les plus mauvaises postures? Heu, Les bassistes. ouais, ouais, il y a moyen. Non mais ouais, quoique, si clairement, en fait, je pense que pour beaucoup d'instruments, le code de chaque instrument va t'influencer sur des raisons autres que physiologiques et du coup t'amener des mauvaises habitudes. Je dirais, en fait, je vais pas pouvoir te donner un instrument particulier. Par contre, clairement, je trouve que dans les instruments des musiques actuelles, il y a plus de biais gestuels dans le sens où, il y a beaucoup plus d'autodidactes. Il y a beaucoup plus de codes, de chaque instrument qui sont plutôt, répercutés chez l'apprenant par l'image justement d'un Rob Trujillo, d'un Tim Commerford de Rage Against the Machine, de Flea, où on considère que si ce mec-là, monstrueux, joue comme ça, bah moi, il faut que je joue comme ça. Tu vois, il y a ces formes d'interprétation inconsciente qui vont amener des défauts gestuels. Alors qu'en musique classique, bon bah déjà, c'est des instruments qui existent depuis plusieurs siècles. Donc, tu as eu toute une réflexion technique et de posture qui n'a pas attendu le 20e et le 21e siècle. Ça fait
4 siècles qu'on se pose des questions sur la posture. Et donc, les gros pièges, finalement, ont déjà été évités, contournés par ce milieu-là. Ce qui fait que globalement, tu as quand même des codes beaucoup plus solides au niveau gestuel dans ces milieux-là. Donc, je te dirais globalement, pour te répondre, guitare, basse, chant, musique actuelle, où là, vraiment, on a des approches parfois qui sont de manière assez illusoire, efficaces de prime abord, mais qui très vite vont être très chères, très coûteuses au niveau physique, et qui aujourd'hui sont pas suffisamment encadrées pour qu'on fasse pas trop d'erreurs, quoi. Réponse très intéressante. Du coup, on est plus sur le milieu que sur l'instrument lui-même. Et c'est vrai, comme tu dis, les instruments classiques, ça fait aussi partie de la culture d'être rigoureux. Donc finalement, avoir une posture rigoureuse et adaptée, ça fait partie des codes, naturellement, j'ai envie de dire. Alors qu'en effet, bah, dans le rock, on va être dans une gestuelle qui va être plus, on va plus avoir un souci d'impact, comment dire, de l'image qu'on donne, plus que de optimiser, là pour le coup, sa technique, quoi. Ouais, alors ceci dit, ça a aussi des avantages parce que, tu vois, dans le classique, ce qui peut devenir très problématique, c'est l'absence de mouvement, c'est l'immobilisme. Hmm. Typiquement, dans un orchestre national, c'est parfois assez mal vu de beaucoup bouger sur sa chaise, tu vois? Faut pas déranger les voisins de pupitre, tout ça. Et ça, physiquement, c'est pas bon. Les muscles n'aiment pas, rester immobiles. Dans les musiques actuelles, bah, tu as du mouvement, en l'occurrence, donc ça, c'est plutôt chouette. Ah ouais, Et super intéressant. ouais, donc il y a vraiment, à prendre et à laisser dans les 2 milieux. Mais ce qui fait aujourd'hui que dans les musiques actuelles, on a peut-être plus de travail de prise de conscience de ça, bah, c'est la jeunesse en fait de ce secteur, de la musique, clairement. D'accord. C'est à peu près que ça qui diffère. Après, si tu prends les recherches scientifiques sur les instruments les plus traumatogènes, aujourd'hui sont en tête, si je puis dire, le piano, la guitare et la flûte traversière. Mais il persiste encore certaines formes de discussion autour de la véracité de ce podium, dans le sens où on ne sait pas trop si c'est l'instrument en lui-même qui est plus risqué en termes de troubles physiques, ou si c'est la compétition autour de ces instruments, parce qu'il y en a beaucoup de violonistes, de guitaristes, de pianistes, et du coup, tu es obligé de bosser peut-être encore plus que les autres pour y arriver. Et on se demande aujourd'hui si c'est l'instrument qui est traumatogène ou si c'est le contexte social et de compétition qui crée ces tensions. Ouais, puis là, du coup, pour comparer les variables, c'est pas évident. Enfin, j'ai du mal à imaginer un protocole expérimental pour vérifier ça. Ouais, effectivement, aujourd'hui, c'est trop compliqué. Et puis, j'ai envie de dire, de toute façon, ça serait enrichissant, oui Oui, et ça. non, parce que ça Ouais. résout pas le problème du traumatisme et ça ne résout pas le problème de la compétition non plus. Donc, bon, voilà. Ok. Et du coup, comme tu parles du piano, tu vois, ça m'amène à une autre question. Moi, quand je suis très concentrée sur l'apprentissage d'un morceau, donc je parle de mon cas parce que j'imagine que ça peut se généraliser, quand je suis ultra concentrée, je vais absolument plus penser à ma posture. Et je vais par exemple avoir des douleurs dorsales ou est-ce que tu aurais une astuce pour se recadrer? Alors, en fait, déjà, comprendre pourquoi tu n'arrives plus à y penser quand tu joues, faut bien se dire que ces problèmes posturaux ne doivent pas faire partie de ce à quoi tu penses quand tu joues. C'est des choses qui doivent s'automatiser avec un travail de long cours. Bon, ça, c'était la petite aparté. Ouais. Comment arriver finalement, même dans les premiers temps où tu veux travailler ça, à intégrer une bonne posture ou en tout cas à sortir des défauts gestuels que tu vas pouvoir développer? Moi, la méthode que j'utilise, c'est de trouver, peut-être, 4 mesures par page, de partition que tu as et te dire: «Bah, sur ces 4 mesures, je me recalibre». Qu'à chaque fois que tu arrives sur ces 4 mesures, tu aies un petit temps de questionnement sur ta posture. Pour que, voilà, toutes les 3 minutes, 2-3 minutes, tu aies finalement, un petit recalibrage qui puisse se faire et qui te permette de retourner dans une bonne direction. C'est quelque chose qui marche bien parce que c'est à la fois pas trop prenant, c'est 4 mesures sur toute une page et en même temps, ça te permet de cadrer, très régulièrement, ces problématiques-là. Donc c'est le conseil que j'utilise en général. Ok, très intéressant. Je vais sortir mes stabilos du coup. C'est ça.
Eh ben, écoute, ça va faire le lien avec ma question suivante, puisque tu commençais déjà à parler un peu de charge mentale et de concentration. En quoi la préparation mentale est intéressante pour, les musiciens et musiciennes? Pour moi, elle est déterminante parce que, tu es là sur, une discipline qui nécessite bien sûr de l'aisance physique, clairement, mais aussi, certaine aisance cognitive. C'est-à-dire que, bah, tu es dans l'interprétation, l'expression, donc c'est pas qu'une histoire musculaire, c'est aussi un message émotionnel que tu vas transmettre, avec tes qualités émotionnelles, intellectuelles, tes qualités, neuromotrices, si je puis dire et bah, cette préparation mentale, elle va être là pour, qu'il y ait le moins de parasites possible à cette pleine expression de ce que tu veux, évoquer à l'instrument et en l'occurrence, bah, le simple fait d'avoir un spectateur, un seul, ou une caméra qui t'enregistre, va altérer en fait tes capacités à développer, toute cette, communication émotionnelle, intellectuelle, gestuelle. Donc la préparation mentale, elle a vraiment un intérêt très important pour finalement faire en sorte que ce qui est considéré par le cerveau de manière intuitive comme un parasite, voire même une menace de jugement ou de danger, heu, ne soit pas effacé parce que c'est pas possible, mais soit géré, canalisé et utilisé à bon escient pour, justement, sublimer, ton travail plutôt que de le court-circuiter. Comment tu définirais, toi, ce qu'est la préparation mentale? La préparation mentale pour moi, c'est finalement, proposer au cerveau de se mettre face à cette situation qu'on envisage et qui va arriver en amont pour qu'il ne la découvre pas sur le moment. Le cerveau humain, je crois pouvoir dire qu'il a terriblement peur de l'incertitude et de l'inconnu, peut-être même plus du danger clairement établi. Et finalement, avoir une démarche d'anticipation pour qu'il y ait le moins d'inconnus possible, que tu sois le plus préparé dans le sens organisé, en sachant ce que tu as à faire et comment le faire, c'est le meilleur moyen d'arriver sur scène dans une situation où tu vas te sentir, bah, le plus possible en maîtrise de ce qui va se passer et en sachant ce que tu as à faire. Ne pas laisser au cerveau une ouverture pour se dire: «Je vais calculer la meilleure option possible pour m'en sortir». Non, si tu fais ça, bah, au niveau musical, c'est foutu, tu vas être un robot. Tu vas peut-être arriver à «bien jouer» entre guillemets ce que tu as à jouer, mais il y aura pas de transmission émotionnelle, il y aura pas de communication, de cohésion, dans ce que tu joues. Donc pour moi, la préparation mentale, c'est pas seulement, limiter le stress, gérer le trac, c'est aussi quelque part, te préparer à donner le meilleur et à être fidèle à ce que tu peux donner, concrètement, que ce soit sur scène avec 1 500 personnes devant toi ou dans de plus petites jauges où tu as moins de stress quoi, concrètement. Du coup, dans différentes situations, comme tu disais, face à une caméra, face à un public ou, peut-être pour un examen, une audition, Bien sûr, bien sûr. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai énormément appris, dans ce travail de préparation mentale, non pas, en accompagnant des musiciens, pour des festivals, des tournées ou des concerts, mais en studio d'enregistrement. C'est là où j'ai fait mes premières Mmh. armes et en studio, finalement, il y a toi et le micro et c'est tout et pourtant, l'enjeu du stress, il est monumental dans ces situations-là aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que dès que tu mets ton micro en route, ça change tout, quoi. Et ouais, c'est sûr. Mmh. Donc c'est vraiment un travail sur soi et le contexte, finalement, c'est presque accessoire. C'est d'abord un travail sur soi, pas un travail face à un contexte. Bah, du coup, ça répond déjà un petit peu à ma question suivante, mais je vais te la poser quand même parce que ça va sûrement générer d'autres, idées, dans tes réponses. Est-ce que, il faut être un musicien professionnel pour, faire appel à une prépa mentale ou est-ce que ça peut être utile aussi, pour des amateurs? Et puis, bah, est-ce que c'est judicieux pour tous les musiciens, quoi, finalement? C'est toujours judicieux et pas que pour les musiciens, en fait. C'est judicieux pour tout le monde. Nous, aujourd'hui, on est là pour parler musique et c'est un plaisir, mais finalement, on agit sur un système qui nous concerne tous et en toute situation. Je veux dire, ça va de l'étudiant qui a son grand oral au lycée à passer, à quelqu'un qui a un entretien d'embauche,
à un musicien, à un sportif, pro ou amateur. Donc oui, ça concerne tout le monde et j'ai envie de dire finalement, peut-être plus encore les amateurs que les pros, parce que les pros, avec le temps finalement, avec leur expérience, ils ont trouvé, pour la plupart, leur propre moyen de gérer ce stress, de gérer tout ça, sauf exception bien sûr. Mmh. Les amateurs ou les étudiants en voie de professionnalisation, eux, ils ont pas forcément les armes et tu en as un certain nombre qui finalement, jusqu'à il y a peu encore, étaient finalement filtrés par le système parce que, bah, ils n'arrivaient pas à gérer ces moments-là. Mmh. Pas parce qu'ils étaient pas bons techniquement, ils étaient aussi bons que les autres, mais juste ils n'arrivaient pas à gérer ce stress et c'est dommage de se dire que, bah, tu passes peut-être à côté, d'une carrière rêvée, non pas parce que techniquement tu es pas à la hauteur, mais parce que, tu pas trouvé le bon moyen de gérer, ce stress. Donc c'est ouvert à tous et tout le monde en aurait besoin. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Enfin non, je suis complètement d'accord avec ça. Du coup, tu parles du stress, mais est-ce qu'il y a d'autres émotions, d'autres ressentis, qui sont, ben, qui peuvent rentrer dans ce cadre-là? Bah, en fait, finalement, on ne fait que travailler sur le rapport du cerveau humain à l'environnement et tout ce que suscite en toi cet environnement. Donc on pourrait travailler sur plein d'autres émotions, sur le rapport à la colère, à l'impulsivité, à toutes ces choses-là. Personnellement, c'est pas mon cas parce que j'ai l'impression de sortir de mon champ de compétences, donc j'y suis jamais confronté. Mais en fait, bien sûr, on ne parle pas que de stress, mais aussi de confiance en soi, de sang-froid, de self-control, tout ça, c'est des choses que je rencontre aussi, mais dans ces moments-là, j'ai plutôt tendance à moi, je bosse beaucoup en pluridisciplinarité, j'ai pas mal de gens autour de moi que je vais solliciter en fonction des nécessités et là, face à d'autres enjeux, je vais plutôt envoyer, chez mes confrères, psychologues, plutôt que de gérer ça moi-même. Mmh, d'accord. Oui, oui, je trouve que c'est toujours intéressant. Enfin, pour moi, travailler en équipe, pluridisciplinaire, c'est là où on fait du meilleur travail parce que chacun a son champ de compétences. Il y a des choses qui se recoupent, mais voilà, avoir différents points de vue, c'est quand même l'idéal, quoi. Franchement, je crois que dans tout métier, ce qui est important, c'est l'humilité et la conscience de sa compétence et de sa valeur, dans un sens comme dans l'autre. Tout C'est-à-dire, à fait. être conscient que tu as une valeur qui vaut quelque chose et qui est belle, mais aussi qu'elle a des limites et ne pas te lancer Mmh. dans quelque chose qui dépasse la tienne et en plus, c'est vachement rassurant, vachement confortable, hein, de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, donc pourquoi s'en Mmh. passer? Tout à fait d'accord. Tout à l'heure, tu as commencé, cet entretien en disant que tu avais commencé la musique, notamment parce que ça t'offrait un exutoire, un moyen de te défouler, pendant tes études. Du coup, je voudrais rebondir là-dessus. Enfin, je sais pas comment rebondir là-dessus, en fait. Je sens qu'il y a un truc. Hem, Comment je pourrais formuler ça clairement? Comment on pourrait intégrer cette notion de côté, cathartique de la musique dans la prépa mentale? Beh, disons que celui qui pense que la prépa mentale, ça va passer seulement par un protocole très, intellectuel, très cadré, très, scientifico-scientifique, je pense qu'il se plante et faut pas oublier que quand on fait de la prépa mentale, bien sûr, on traite des aspects cognitifs, mais on traite aussi des aspects émotionnels et finalement, bah, quoi de mieux que l'art, que ce soit la musique ou d'autres, hein, pour, laisser, libre cours à ses émotions et pouvoir avancer au niveau émotionnel aussi. Moi clairement, pendant mes études, ce que m'a apporté la basse et plus globalement la musique, c'est finalement, laisser libre cours à l'évacuation de cette frustration que j'accumulais toute la journée, en fait. Alors après, tu en as qui vont, je sais pas, peut-être aller courir, ce que je fais aussi d'ailleurs, faire, tel ou tel sport ou peindre ou lire ou aller se bourrer la gueule. En fait, chacun a son dérivatif, plus ou moins bon pour la santé. Moi, j'ai choisi celui-là et j'ai toujours été convaincu que personnellement, j'étais fait pour, fonctionner avec un temps de travail intense et un temps vraiment de décompensation quotidienne. Moi, j'ai en médecine, j'ai rencontré des brutes de travail qui bossaient, Mmh.
12-14 heures par jour sans s'arrêter et ne faire que ça pendant 1 an. Moi, je suis pas comme ça. Et je crois que ce qui est important dans la prépa mentale et globalement dans nos démarches personnelles, c'est aussi de savoir se connaître, savoir Oui, ce dont connaître tu as son besoin. fonctionnement propre. Tout à fait. Moi, j'étais incapable de me confronter dans la compétition avec ces mecs-là. Je fonctionne pas comme ça et ça aurait pas marché pour moi. J'ai vite compris que moi, j'avais besoin tous les jours d'avoir au moins 1 heure pour moi, pour faire autre chose et tant pis si c'était du temps perdu sur mes études et honnêtement, je regrette pas parce que je crois que ça n'aurait pas marché autrement. Ouais, c'est du temps gagné au final. C'est sur le coup, tu Complètement, as l'impression de perdre du temps, mais ouais. Faut juste apprendre à se connaître et savoir ce dont tu as besoin. On n'est certainement pas tous égaux là-dessus, mais perso, moi, c'était comme ça et ça l'est toujours. c'est bien que tu aies réussi à trouver quel était ton fonctionnement, en fait? Parce que c'est pas toujours facile, surtout avec les injonctions, les comparaisons qu'on va faire Oui. avec les autres. On va avoir l'impression qu'il y a un bon modèle, alors que finalement, il faut trouver son bon modèle, quoi. Oui et c'est là où il faut avoir, faut pas hésiter à voilà, à se construire un caractère et une confiance en soi pour définir: «Non, je ça marche pas pour moi. J'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de ça» et de pas tomber dans: «Tiens, il y a ce modèle-là, ça a marché pour un tel, donc ça va forcément marcher pour moi» et d'ailleurs, dans cette démarche de préparation mentale, c'est toujours la première étape en consulte qu'on va définir ensemble avec, le musicien. C'est qu'il arrive à définir clairement ce qu'il souhaite comme finalité, pourquoi et comment. Mais ça, c'est pas moi qui vais lui dire. Mmh. Toujours une démarche très personnelle et qui est pas facile à faire, hein, pour un certain nombre des musiciens parce que ça nécessite une certaine introspection et tout le monde n'est pas prêt à la réaliser parce que, bah, tu te confrontes, à certains aspects de ta personnalité que tu as peut-être pas forcément toujours envie de voir, mais tu en tires tellement un bénéfice après que ça vaut le coup. Les personnes qui font la démarche de venir, auprès de toi pour avoir cette préparation mentale ou aussi, ben, le côté kiné, qu'est-ce qui les amène vers toi en général? Qu'est-ce qui fait le déclic? Bah, il peut être, assez varié ce déclic. Alors, c'est souvent par recommandation, hein, le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'un tel a réussi tel concours d'orchestre, et bah, forcément, si un de ses copains, va avoir besoin, ils vont donner mon numéro. Voilà, ça va se passer comme ça. Hem, Dans le milieu des musiques actuelles, j'ai de plus en plus de musiciens aussi qui m'ont soit vu travailler en studio notamment, soit en prépa de concert avec des collègues, soit même qui me connaissent en tant que musicien moi-même et qui se rendent compte que, ben, bah, clairement, moi je pense avoir trouvé ma voie sur scène qui fait que, bah, ça marche quoi. Voilà, je suis pas une bête de technique, mais je pense pouvoir exprimer, tout ce que j'ai envie d'exprimer sur scène et ça voilà, ça interpelle peut-être aussi. Donc c'est assez varié, mais globalement c'est du bouche à oreille ou c'est, du voilà, de la recommandation. C'est tout le travail que je me donne pour la suite, c'est-à-dire d'arriver à sensibiliser un maximum de personnes que je ne connais pas sur ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, on a un retard monstre là-dessus en France. À la limite, les jeux olympiques qui sont passés cet été nous ont fait du bien, sur l'évocation de ce sujet-là, avec des gars comme Léon Marchand qui ont évoqué, hein, ces notions de prépa mentale. Mais il y a encore beaucoup à faire pour faire comprendre à chacun que ça peut être une pièce majeure de leur, progression et de leur réussite, ouais. J'en parlais avec une autre, personne sur un autre podcast avec un thème complètement différent, mais on avait la même réflexion, c'est que c'est pas évident de faire comprendre aux gens qu'ils ont un besoin. Tu vois, c'est plus facile de proposer une offre quand le besoin est déjà identifié, que Bien là, tu sûr, as un travail de pédagogie à faire en amont, qui nécessite, voilà, du temps, ouais. d'avoir les bons mots et cetera. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile après, voilà, quand j'en parle souvent avec mes confrères kinés qui voudraient développer la même activité que moi, hem, en fait, j'ai tendance à dire que, bah, il faut mettre les œillères, faut donner tout ce que tu as envie, y mettre de l'énergie sans compter et ça paye, hein. Vraiment ça paye, moi clairement j'ai mis 10 ans à vraiment avoir une activité qui me permette de vivre, mais je regrette pas un instant. Pourtant j'y ai laissé de l'énergie, du temps, et voilà, j'ai eu aussi beaucoup de doutes bien sûr, mais je regrette pas un instant. Voilà, ça valait le coup et je pense qu'à un moment donné, dans cette démarche qui a l'air peut-être assez monumentale, hein, de sensibilisation, faut juste mettre les œillères et avancer et ça va payer. Oui, puis comme tu dis, il y a un effet boule de neige en fait. À Ouais, force de voir des exemples autour de soi, de personnes pour qui ça a été, bénéfique, ben, forcément ça va se développer, quoi. c'est sûr.
Tout à l'heure, tu parlais à la fois de l'aspect cognitif et de la fois émotionnel et je trouve que, tu vois, dans nos sociétés, on je sais pas pourquoi on a développé ça, j'imagine que c'est le capitalisme. On a commencé vraiment à faire une dichotomie, à vraiment, séparer les 2, comme quoi les émotions d'un côté, l'intelligence plutôt cognitive de l'autre. Les émotions, c'est quelque chose qu'il faut dompter, alors que le cognitif, c'est quelque chose qu'il faut développer et cetera. Alors qu'en fait, l'émotion, ça fait selon moi, partie de l'intelligence, ça fait partie de notre Bien développement et sûr. cetera. Quel est ton point de vue là-dessus? Waouh! Ça, c'est de la question à 10 000 La grosse euros, quoi. question, la grosse question. Mon point de vue là-dessus, c'est que j'ai la sensation, et ça n'engage que moi, que bah, le système éducatif en France table tout sur l'intellectuel. Et que finalement, développer ton intelligence émotionnelle va nécessiter une démarche personnelle, d'aller faire du théâtre, d'aller faire de la danse, d'aller faire de la musique, mais qui finalement n'est pas proposée de base par le système en France, ou très peu. Enfin moi, la musique au collège, perso, je sais pas vous, hein, tous hein, qui regardez cette vidéo, mais c'est pas là, à mon avis, que tu es transcendé par la musique et que tu as envie de t'y mettre, quoi. Du tout, c'est toujours une démarche soit personnelle, soit tes parents, soit du réseau, qui fait que tu vas être dans cette recherche de développement des émotions. Et puis, il y a aussi, mais je pense que ça, c'est en train de changer, un rapport à l'autre où bah, faut pas montrer ses faiblesses, quoi. Et il faut montrer ses forces, que tu es solide, que voilà, que si tu montres tes faiblesses, ben, tu es quelqu'un en danger, fragile, on va te profiter de toi, tout ça. Donc je pense que c'est un peu tout ça. Le fait est que dans la musique, j'aime beaucoup aussi ce milieu-là parce qu'il y a une place pour l'intelligence émotionnelle qui est très forte. Et personnellement, je me retrouve là-dedans. Je me retrouve là-dedans, dans ma communication avec les autres, dans ma place dans la société. Et c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais voilà, j'ose croire que ça, c'est en train de changer, mais le chemin va être long pour laisser plus de place à cette intelligence émotionnelle. Et comprendre que finalement c'est de l'intelligence au même titre que, la cognition, hein, mais tu parles, tu vois, de faiblesse alors qu'en fait, bah, par exemple, avoir peur d'un danger, c'est plutôt une force selon moi. Bah, heureusement, oui, c'est la survie hein, qui est derrière, hein, C'est bien ça. sûr. Mmh. Mais même au-delà de ça, je veux dire, dans la société, quelqu'un qui a une exclusive intelligence cognitive, intellectuelle, cartésienne, Tout à fait. bah, c'est vachement difficile en fait. Je veux dire, comment faire du management sans intelligence émotionnelle? Comment, mais ne serait-ce que comment élever des enfants sans intelligence émotionnelle? Mmh. C'est Même la communication, hein, c'est eh basé. ouais, c'est la fondation de notre rapport à l'autre Mmh. et ça nous manque, beaucoup. Après, comme je te disais, je pense que c'est en train de changer parce que c'est tout bête, mais moi mes filles, je leur dis que je les aime tous les jours et je suis pas sûr que les générations précédentes, c'était comme ça. Donc et je crois pas être le seul à dire à mes filles que je les aime, tous les jours. Donc je pense qu'on avance. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hem, juste que pour rester un petit peu dans ce domaine «émotionnel» entre guillemets, est-ce que tu trouves que ton rapport à tes patients du coup est différent, quand ce sont des musiciens ou les patients que tu avais, dans ton ancienne vie? J'aime beaucoup, la patientèle de musiciens parce que c'est un public très investi, très volontaire, très actif. C'est-à-dire que tu leur proposes de faire un truc tous les soirs, tous les jours, pendant 3 mois, ils vont le faire, peut-être même trop. En kiné classique, tu as quand même une bonne partie, du public qui attend de toi la solution et seulement de toi et qu'il est difficile d'investir dans leur propre rééducation. Donc ça, ce côté-là, finalement, de collaboration, de coopération entre le patient et le thérapeute, il est vraiment très agréable. Là où je suis j'ai été trop confronté à des situations où on attendait de moi toute la solution et rien que de moi. Pour tout te dire, aujourd'hui, le seul public, non musicien que je continue à fréquenter avec grand plaisir, c'est les personnes âgées en EHPAD que je J'en continue à étais voir. sûre que ça allait être ça. Et Mmh. là, en l'occurrence, bah, je trouve ma place parce qu'il y a une place pour, l'émotionnel déjà, beaucoup et pour la coopération, pour le travail en équipe, pour tout ça, quoi. Tu vois, les papys et les mamies, ils ont envie de marcher. Ils ont envie de marcher et si tu passes pas le vendredi alors que tu avais dit que tu passais,
le lundi, tu vas te faire engueuler, hein, parce que, ils t'ont attendu toute la journée parce qu'ils voulaient marcher. Donc c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup finalement dans ce choix de carrière. L'investissement. Mmh. Ouais, l'investissement du patient et un travail en coopération et non pas Mmh. juste en en dépositaire du savoir et disciple, quoi. Voilà. Très intéressant. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des j'ai envie de dire des blocages, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais des entraves qui sont un petit peu toujours les mêmes, chez les musiciens que tu accompagnes? Il y a cette notion qu'on a déjà évoquée pour moi en médecine, c'est-à-dire la notion que si je veux y arriver, il faut que je bûche comme un dingue et que j'insiste, que ça va finir par rentrer en insistant, et c'est d'ailleurs comme Mmh. ça qu'ils se font mal, la plupart du temps, hein. Donc il y a cette première entrave-là, clairement, qu'il faut arriver à débunker et qui est pas toujours facile à gérer parce que, il y a une certaine forme de culpabilité à essayer de travailler moins, tu vois? Voilà, c'est compliqué. Donc ça, c'est un premier élément et puis, on parlait tout à l'heure des codes gestuels, notamment dans le classique, qui sont là depuis longtemps. Un violon, ça se tient comme ci, comme ça. Il y a des choses dans les codes, des instruments qui aujourd'hui sont pas physiologiques et sont là, par tradition, par, des explications qu'on n'a pas et qu'il faut arriver à modeler, en fait, en fonction de chacun. C'est difficile de sortir des codes finalement, dans ces milieux-là parce que et l'argument est tout à fait valable. Il y a certaines attitudes gestuelles qui sont physiologiques, mais qui, dans un concours face à un jury, passeront pas en fait. Parce que, ça sort, du cadre habituel, du code, de ce qu'un jury de musiciens, un orchestre va rechercher. Donc tu vois, il y a des enjeux, Ah oui, tu vois, j'aurais pas cru que oui. ça allait, jusque-là, en fait. Je pensais que ils allaient vraiment être, concentrés sur le résultat et pas forcément sur la manière de de faire, mais Et non, non, parce que, il y a alors déjà, il y a des aspects pratiques. Tu verras jamais ou quasiment jamais un violoniste gaucher jouer comme un gaucher dans un orchestre, jamais. Et dans un concours, je suis pas sûr qu'il ait la moindre chance, non pas parce qu'il sera moins bon, mais parce que factuellement, si tu mets un musicien gaucher qui joue comme un gaucher dans des pupitres de droitier, il va crever les yeux de ses copains à côté, enfin bref, ça va être compliqué, quoi. Donc s'il y a des choses comme ça et puis, ouais, il y a une notion il y a une notion d'exigence du très haut niveau qui fait qu'on considère que, on doit jouer comme ça, quoi et qu'un orchestre symphonique, Heu, il y a des codes à respecter qui parfois sont peut-être un peu dénués de sens physiologique, mais c'est comme ça, quoi. Ça, tu peux pas vraiment outrepasser. Donc c'est difficile d'arriver à négocier, d'arriver à trouver le juste milieu avec un patient musicien pour lequel cette habitude gestuelle ne certes entrant dans un code, mais néfaste pour lui, doit être changée. On essaye toujours de trouver des compromis pour rentrer dans les 2 cases en même temps, quoi. C'est pas toujours facile. ah ouais, non, c'est pas facile. J'arrête pas de penser au film Whiplash depuis qu'on a commencé Ouais. à parler, tu vois? Ah bien sûr, bien Mmh. sûr. Et c'est un film, moi, qui m'a retourné, qui m'a beaucoup touché, même si bon, voilà, c'est 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 très caricatural comme approche, bien sûr, mais je pense que dans le rapport au professeur, on peut tout à fait avoir été confronté à ça. Je parle au passé parce qu'aujourd'hui, je pense que des pratiques comme ça seraient, tout de suite, dénoncées, mais il y a quelques dizaines d'années, je ne serais pas étonné que ça puisse ça ça puisse se passer de la sorte, hem et quelque part, moi, ce film, il m'a embêté aussi parce que je trouve qu'il transmet pas le bon message sur la réussite. Tu vois? Là, Ouais, on tout à fait. on peut imaginer finalement que ce jeune, il a réussi dans la batterie parce qu'il s'est acharné jusqu'à saigner sur ses baguettes, il passé des heures et des heures et des heures. Mais je crois pas que ce soit ça le chemin de la réussite. OK, il y a de l'abnégation, il y a de l'énergie, tu t'investis, mais tu peux t'investir à fond sans te faire Sans saigner te les bras. détruire, ouais. Mmh, mmh. Ouais, ça va un petit peu à l'encontre de ta vision justement, de, comment dire? Ouais, de à la fois, atteindre ses ambitions et en même temps prendre soin de soi, Pour moi, pour les 2 vont aussi. ensemble. Mmh. Pour moi, les 2 vont ensemble. Si tu prends pas soin de toi, tu vas peut-être y arriver, mais à court terme et ça tiendra pas, une carrière de 40 ans. Ça marchera pas. Donc il faut arriver justement à ne pas trop se laisser séduire par l'immédiateté, le court terme et plutôt être dans une démarche beaucoup plus, pérenne, Mmh. intelligente pour être à ce haut niveau le plus longtemps possible. Mmh.
Si tu devais donner l'ultime conseil, un conseil absolu aux musiciens et musiciennes qui nous écoutent, ce serait quoi? Clairement, apprendre à se connaître. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, tout commence par là. Ce que je pose La première question que je pose en consulte de préparation mentale, c'est: pourquoi vous jouez de cet instrument? En fait, pourquoi? Est-ce que cet instrument, c'est une finalité? Est-ce que cet instrument, tu es amoureux de cet instrument vraiment? Tu aimes l'instrument en lui-même? Ou est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un outil au service d'autre chose? Je crois que c'est super important de savoir pourquoi on fait les choses dans la vie. Moi, je joue pas de la basse, et je l'assume, je joue pas de la basse parce que je suis fou amoureux de cet instrument. J'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup, mais je suis pas un amoureux transi de la basse et j'aurais jamais été capable d'y passer 8 heures par jour. Moi, ce que j'aime dans la musique, c'est la scène, c'est le partage avec les copains sur scène, c'est le rapport avec le public, c'est le milieu du rock, c'est tout ça. Et la basse, c'est un outil au service de ça, pour moi. La basse, c'est ce qui me donne le droit d'être sur scène et de vivre ces Mhm. moments-là. Et c'est ça que j'aime en profondeur, en fait. C'est ces moments-là. Et apprendre à se connaître, c'est apprendre à répondre à ce genre de questions, finalement. Pourquoi je veux devenir musicien pro? Pourquoi je veux intégrer un orchestre? Pourquoi, et ça s'applique à tout, pourquoi je veux devenir ingénieur? Pourquoi je veux écrire un livre? Pourquoi je veux des enfants? Pourquoi, en fait? Et je crois que tout apprentissage et toute évolution, toute maturité en chacun de nous vient de notre capacité à répondre à minima, bah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as choisi cette voie-là, en fait? Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le conseil ultime, c'est que c'est l'incontournable question à se poser avant même d'envisager toute autre chose. Trop bien, j'adore cette question. Du coup, tu vois, je me suis posé la question pourquoi je joue du piano et en fait, c'est étrange parce que c'est vraiment pas mon instrument préféré. Écouter, je suis pas fan, tu vois? Et pourtant, la première fois qu'on m'a assise devant un piano, j'ai tout de suite su jouer. Il y a quelque chose, tu vois, c'est là pour le coup de très émotionnel et je pense qu'en effet, il y a cette notion de partage, d'expression, et tout comme toi, je me verrais pas, m'entraîner des heures et des heures et être, dans la compétition, enfin, c'est pas ce rapport-là, Donc posez-vous votre question, Mais mesdames oui, et carrément. messieurs, pourquoi? Bah oui. C'est pas facile, hein, ça demande du temps, hein, Non. et on a tendance à renoncer d'ailleurs, parce que c'est difficile, Mmh, à se poser ces questions-là, mais pour moi, c'est le début de tout. mmh. Eh ben, écoute, on va creuser cette question. Est-ce qu'il y a des choses, dont je n'ai pas parlé et que tu souhaiterais aborder? Moi, ce que je trouve essentiel dans tout ce qu'on s'est dit, finalement, c'est de se poser, bien sûr, des questions, analyser un petit peu ce qu'on a envie de faire et pourquoi, mais aussi globalement, ce qui en ressort et ce que j'aime beaucoup dire, je trouve que c'est très important, c'est de ne pas rester seul, en fait. C'est de s'entourer, c'est d'en parler, c'est d'assumer, avoir mal, avoir des problèmes, avoir des soucis, arriver à en parler aux bonnes personnes, pas forcément le crier sur tous les toits, bien sûr, mais arriver à en parler. Et de pas rester seul, parce que c'est plus difficile, parce que parfois on est un peu bridé, un peu enfermé dans une dimension qui ne te permet pas de trouver les réponses. Moi, je trouve qu'il y a rien de mieux que de s'entourer et de se sentir fort ensemble. Dans mon métier, j'ai toujours cherché ça et c'est un épanouissement, énorme que de s'entourer et de trouver cette solidarité. Et donc en musique, on a vite tendance à être seul, en fait, à travailler pour soi, tout seul, pour son concert, son concours, non, moi je pense que, se poser, des questions sur soi et s'entourer, ne pas s'enfermer face aux problèmes, au contraire chercher l'autre. Je crois que c'est essentiel et c'est à peu près, ça englobe à peu près tout ce que j'ai pu dire, dans notre discussion. Bah, écoute, super, je plus sois. Je suis entièrement d'accord avec ce concept. Alors, j'ai 2 dernières questions. Déjà, si, des personnes souhaitent te contacter ou, en savoir plus sur ton travail, où est-ce que tu souhaites les rediriger? Sur quel support, Alors, la première chose, tu as mon site internet qui est, kiné-du-6 musicien avec un s.fr.
où tu retrouves globalement toutes mes activités, un petit peu plus d'infos sur moi, sur les formations, sur tout ce que je peux faire. Tu as aussi accès à mon contact très facilement sur ce site. Et puis après sur les réseaux, tu vas me retrouver, sous les 2 noms que j'ai cités au tout début de notre discussion, Musician Care et Rockin' Care sur Facebook, Instagram notamment. Un petit plus pour, ma chaîne YouTube, Rockin' Care où je vais donner pas mal de conseils et où j'essaye d'être assez actif sur de la vidéo pédagogique qui, j'espère, va pouvoir peut-être intéresser certains d'entre vous qui regardaient cette vidéo. Et voilà, je suis assez facile à trouver, on va dire, sur les réseaux si jamais vous avez des questions et j'ai envie de dire, le contact, n'oblige pas à une consulte. J'ai toujours plaisir à échanger avec le tout venant, donc ce sera toujours un plaisir de vous écouter. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je mettrai tout ça dans les notes, dans les descriptions. Comme ça, les personnes qui souhaitent, enfin, comment dire, te contacter ou aller voir ton travail pourront cliquer directement sur le lien. Puis j'ai une toute dernière question rituelle que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu aurais une ou deux recommandations culturelles? Alors, ça peut être dans le domaine de la musique, de la kiné ou bien en général. Et ça peut être ce que tu veux, podcast, livre, film, quelque chose qui t'a touché et que tu trouves qui serait intéressant d'aller voir. Waouh! Ça c'est une sacrée question. Bah, écoute, la première référence que je te donnerai, c'est le film Into the Wild, que je trouve extraordinaire sur, la réflexion, à sa place dans la société, à ce que tu veux dans la vie, à voilà, ce que tu as envie de faire. Moi, il m'a retourné ce film, ça fait des années que je l'ai vu, mais il est là avec moi depuis toujours. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment, ce ce film-là qui est magnifique. Au niveau, littérature, moi je suis un grand fan, de des romans de Bernard Werber, qui m'a beaucoup inspiré aussi mes réflexions sur la société, sur tout. Alors, notamment, le tout début de sa carrière, Les Fourmis et puis toute la grande série, qui commence avec les Thanatonautes, l'Empire des anges, bref. Voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré et puis, d'un point de vue, musical, moi je suis un gros, gros fan de métal progressif et je ne peux que vous recommander Opeth, le groupe Opeth, qui, est aussi très inspirant je trouve dans ses réflexions, groupe scandinave, qui, est un petit peu plus soft et mainstream aujourd'hui qu'à leur début, mais qui, je trouve, a une patte artistique qui perso me touche énormément. Voilà, ce seront mes 3 refs. Super. Eh ben, tu vois, je valide les 3. Comment tu as trouvé le dernier album d'Opeth? Moi, j'ai du mal. Je préfère les anciens, mais Ouais, bah, en fait, j'ai un gros défaut moi, c'est que je suis assez réac, hein, quand même, sans le vouloir, hein, et le «C'était mieux avant», tu vois, voilà. Opeth, moi je suis un grand fan, de l'époque, des premiers albums, jusqu'à il y a 10 ans, ouais, on comme va dire. moi. Mmh. Deliverance, c'est mon album, phare, d'Opeth. Pareil, Voilà. c'est drôle. Bernard Werber que j'aime beaucoup, moi c'est que ses premiers bouquins, qui Pareil. m'ont vraiment, retourné. Aujourd'hui un petit peu moins, donc bon voilà, mais je reste ouvert, j'essaye de rester ouvert. Oui, oui, disons que tu écoutes et puis voilà, on verra où ça va. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet Merci échange. à toi. C'était extrêmement intéressant, c'était trop court. À refaire peut-être. Avec plaisir, quand tu veux. Et puis, bah, je te dis à bientôt Xavier. Bonne journée. Merci à tous. Salut Valérie. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!